Voilà donc le sujet qu'on m'a demandé de vous traiter, un sujet ancien pour les neurologues et les hématologues, les neuropathies associées au MGUS. Alors évidemment, les deux pathologies sont fréquentes, vous le savez, donc ce n'est pas très étonnant qu'elles se rencontrent à un moment ou à un autre. Gammapathie monoclonale, 3,2%, ça augmente avec l'âge, entre 50 et 80 ans. C'est surtout des IgG. Et puis quand on ajoute les MGUS dus aux chaînes légères, on arrive à 4,2%. De l'autre côté, la neuropathie périphérique, c'est pareil, dans la même tranche d'âge, c'est 5,5%, et même à 80 ans, c'est plus de 10%. Donc ce sont deux pathologies fréquentes. Est-ce qu'il y a une association entre les deux? Oui. Oui, il y a une association entre les deux. Dans les causes de neuropathie périphérique, parmi les principales causes, il y a la gammapathie monoclonale, environ 10% des cas. Alors rassurez-vous, nous sommes très mauvais. Et puisque dans des études rétrospectives de dossiers, c'est aux États-Unis, mais on n'est pas meilleur qu'eux, l'électrophorèse est réalisée dans 19% des cas. Et puis, alors, entre les internistes et les neurologues, le plus menteur, c'est le neurologue, puisque quand on les interroge et qu'on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire, dans 68% des cas, les neurologues disent électrophorèse. Mais en tous les cas, ils ne l'ont toujours pas réalisé pour autant. À l'inverse, dans les gammapathies monoclonales, il y a aussi des neuropathies, ça marche dans l'autre sens aussi, et il y a environ 5% de neuropathie périphérique, 5 à 6% de neuropathie périphérique dans les gammapathies monoclonales. Donc il y a une association entre les deux. Et effectivement, dans l'équipe de la Mayo Clinic a repris sur les 30 dernières années une série cas témoins et a montré qu'il y avait un risque relatif de 5,9 d'avoir une neuropathie démyélinisante, une neuropathie qui atteint la gaine de myéline dans les gammapathies monoclonales. Donc une association entre les deux. Est-ce qu'il y a un isotype particulier? Oui, si on prend par les deux bouts, ça marche dans les deux bouts. Les gammapathies monoclonales qu'on retrouve dans les neuropathies sont essentiellement des IgM, et les neuropathies qu'on retrouve dans les gammapathies monoclonales sont surtout retrouvées dans les IgM. Donc c'est une maladie qui est surtout associée à l'IgM, avec essentiellement la chaîne légère kappa. Donc c'est les IgM kappa. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y a une association, mais est-ce qu'il y a un lien? Il y a quelques arguments pour dire qu'il y a un lien, en particulier avec l'IgM. On retrouve dans le nerf, dans les coupes de nerfs, des dépôts d'immunoglobulines. Et on montre également qu'il y a des espacements de la gaine de myéline qu'on voit ici, qui n'est pas normal, qui doit être bien compacté, comme à droite ici, dû à des dépôts d'immunoglobulines. Et on voit des macrophages qui viennent bouffer cette gaine de myéline pleine d'immunoglobulines. Pour les IgM, ça marche. Pour les IgG, ça ne marche pas bien. Il n'y a pas beaucoup de dépôts d'IgG dans les nerfs. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a quelques-uns parfois, mais grossièrement, il n'y en a pas. Alors, sur quels épitopes sont dirigés ces IgM? Vous le savez, c'est assez simple. Dans la moitié des cas environ, sur la MAG, dans le nerf périphérique, la myelin associated glycoprotein. Ne me demandez pas pourquoi, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup plus de MAG dans le système nerveux central que dans le système nerveux périphérique, et pourtant c'est une maladie qui n'atteint que, jusqu'à preuve du contraire, le système nerveux périphérique. Mais également les gangliosides, et quand on est une atteinte des gangliosides, il y a deux grandes entités, une extrêmement rare associée au MGUS, le GM1, c'est fréquent, enfin plus fréquent quand il n'y a pas de MGUS, mais quand il y a MGUS, c'est plus rare. Et puis les autres gangliosides, souvent disyallylés, mais pas uniquement disyallylés. Et sur quels épitopes pourraient diriger les IgG? Oui, certes, il y a des IgG qui réagissent contre certains épitopes du nerf, mais alors on en trouve autant chez les gens qui ont une neuropathie démyélinisante que ceux qui ont une neuropathie axonale, que ceux qui n'ont pas de neuropathie. Est-ce une association fortuite? C'est probable. IgG et neuropathie, IgG et neuropathie périphérique, c'est probablement une association fortuite. Alors, plein d'éléments qui suggèrent la pathogénicité de l'immunoglobuline dans les neuropathies associées dirigées contre la MAG ou les antigangliosides. On n'a pas le temps de les détailler là, mais la démyélinisation, la présence de l'IgM, l'activation du complément pour la MAG, le déclenchement des neuropathies de type antiganglioside sous sa forme motrice avec le GM1, sous sa forme axonale avec le GD1B. Il y a pas mal d'arguments pour dire qu'il y a une pathogénicité et qu'il y a un lien pathogène
entre les deux entités. Alors comment se présentent ces neuropathies? Maintenant, on sait qu'il y a une association, qu'il y a un lien. Comment se présente-t-elle? Dans les formes anti-MAG, c'est assez stéréotypé. C'est une neuropathie sensitive. Le patient se plaint de troubles sensitifs, surtout distaux au membre inférieur, et est instable. Il a des troubles de l'équilibre. Cette autre étude nous explique qu'en plus, c'est symétrique. Donc c'est pareil, la patte arrière droite et la patte arrière gauche, même combat. C'est pareil, c'est symétrique, il est ataxique, il a tendance à tomber. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à la description d'un phénotype très particulier que tout le monde connaît, au moins en neurologie. C'est la neuropathie distale symétrique démyélinisante. L'acronyme anglais que vous retrouverez sûrement partout, c'est le DATS. Et vous voyez, ce n'est pas spécifique des associations à un M-component, DATS-M, mais ça peut être aussi dans les formes idiopathiques. C'est plus fréquent quand il y a une gammapathie monoclonale. Ça a la présentation typique que je viens de vous indiquer, essentiellement sensitif, avec un petit déficit moteur distal, une ataxie et une atteinte de la myéline, avec une particularité, vraie ou pas, je n'ai pas le temps de le discuter là, mais on dit classiquement que la démyélinisation est plus distale à l'électromyogramme. Et c'est dans cette entité associée à un MGUS qu'on retrouve quasiment toutes les MAG, toutes les anti-MAG. Donc c'est un profil clinique et électrophysiologique très particulier. Il y a une autre forme de neuropathie associée à l'IgM qui n'est pas dirigée contre l'anti-MAG mais contre les gangliosides. C'est le canomate, vous avez certainement entendu parler. C'est le même genre de neuropathie, sensitive, ataxiante, mais qui associe également d'autres signes, en particulier des signes oculomoteurs, et qui, dans la majorité des cas, donc vous voyez, dans 60 et quelques % des cas, est associé à un MGUS. C'est une IgM dans la majorité des cas, c'est démyélinisant, mais il y a là des troubles oculomoteurs qui arrivent par poussée et qui sont évocateurs du diagnostic. Est-ce que cliniquement ou épidémiologiquement on peut faire la différence entre les deux? Non, ce sont les mêmes. C'est des patients qui arrivent avec une neuropathie axonale, une neuropathie ataxiante, sensitive. Quand on fait le NMG, bien oui, effectivement, quand on est anti-MAG, c'est la colonne du milieu, on a plus de démyélinisation distale, mais sinon, on fait le prélèvement. Vous avez des MAG ou vous avez des gangliosides. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Et le NMG aide. IgG, IgA. Le lien entre les deux, on a dit, bof, on n'est pas très convaincu. Qu'est-ce qu'on retrouve comme neuropathie associée aux IgG, aux IgA? Ce qu'on retrouve dans les IgG et l'IgA, c'est deux grands types de neuropathie. Une plus sévère, celle du haut, démyélinisante, évoluant par poussée, essentiellement motrice. C'est ce qu'on appelle la neuropathie démyélinisante chronique classique, la CIDP pour les anglo-saxons, PIDC pour les francophones. C'est, pour simplifier, la variante chronique du Guillain-Barré, si vous voulez, sans trouble de la déglutition, sans tout ça, mais c'est la variante chronique qui évolue par poussée, plutôt sévère, avec le déficit moteur. Et puis l'autre, c'est une forme très lentement progressive, sensitive, axonale, et qui est peu intense. Donc c'est les deux grandes formes qu'on retrouve associées à l'IgG et l'IgA, mais quand on sait que la plupart des patients, il y a beaucoup de patients à l'âge de 70 ans qui ont une IgG ou une IgA, l'association est toujours probablement fortuite, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. D'autres maladies qui peuvent s'associer à une MGUS, c'est la cryo. Et dans l'équipe de Saint-Louis, vous voyez, 12% avec l'IgM, 39% avec l'IgG, mais dans différentes études nationales, ça va de 36 à 34% de MGUS qui sont associés à une cryo. Vous allez me dire, oui, c'est facile à diagnostiquer, la cryo, parce que c'est quand même une maladie systémique, quand même, ça se voit, ça ne passe pas inaperçu, quand même. Oui, c'est vrai. Il y a surtout une atteinte neurologique et cutanée, il y a aussi l'atteinte rénale, l'atteinte articulaire, mais attention, vous le savez mieux que moi, il y a plein de patients asymptomatiques, et ce n'est pas parce qu'on a une cryo qu'on va développer les symptômes, et puis il y a un certain nombre de patients qui n'ont que l'atteinte nerveuse. Ça peut être limité à l'atteinte nerveuse. Donc l'atteinte systémique n'est pas absolument systématique. Alors il y a encore plein d'autres formes associées aux gammapathies monoclonales dont l'intérêt est beaucoup plus limité car elles sont anecdotiques. Les neuropathies motrices associées aux gangliosides anti-GM1, dans l'immense majorité des cas, c'est une maladie rare.
Mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas d'humgus. Il y a juste les anticorps antigangliosides. Donc ça sort un petit peu de ce cadre-là, mais quelquefois, il y a une humgus associée. Et c'est les patients qui ont une neuropathie motrice asymétrique des membres supérieurs. C'est généralement un radial, comme ça. Ils sont comme ça, et ce n'est pas très pratique. Hein. Ils sont assez déficitaires, et c'est dû à un bloc de conduite. Défaut de transmission de l'influx nerveux à certains endroits, où attaquent les anticorps anti-GM1. Et puis, il y a des formes à l'opposé, complètement sensitives, qui sont dirigées contre les gangliosides GD1B et qui ne rentrent pas dans le cadre complet du canomade. Des formes très rares, c'est des formes à dépôt d'IgM, et dépôt de chaîne lourde d'IgM dans le nerf. C'est très rare, ça pourrait ressembler un peu, ça aurait un peu l'odeur, la couleur d'une amylose, mais il n'y a pas de dépôt d'amylose, ça ne colore pas l'amylose, et puis ces patients n'ont pas de dysautonomie, donc pas d'atteinte des petites fibres. Donc c'est une forme particulière, mais très rare. Et puis, neuropathie des petites fibres. Alors vous savez, neuropathie des petites fibres, quand on veut en voir, on en voit partout. Hein. Dès qu'on a une douleur, maintenant on dit neuropathie des petites fibres, il faut bien dire quelque chose. Mais toute douleur n'est pas une neuropathie des petites fibres. Toute douleur neuropathique n'est pas une neuropathie des petites fibres non plus. Mais malgré tout, on a associé au MGUS, dans un faible pourcentage de cas, des patients qui ont une neuropathie dite des petites fibres. Alors les petites fibres, c'est celles qui ont peu ou pas de myéline et qui véhiculent la température et la douleur. Donc ces patients-là se plaignent de brûlure, généralement. Ils ne se plaignent pas de ne pas sentir la douleur, ça, généralement les patients ne se plaignent pas, mais ils se plaignent dans l'autre sens, de sentir trop de douleur, des brûlures, et puis d'avoir une hypoesthésie thermoalgique. Ben ça, ils ne s'en plaignent pas, mais quand vous leur posez la question, ils ne sentent pas le froid du carrelage quand ils sont dans la salle de bain, ils ne le sentent pas, ils ne sentent pas la température. Alors qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire? Ben, on est assez limité, hein. On fait la biologie, évidemment. On peut faire un électroneuromyogramme. Alors, même combat pour les neuropathies associées aux IgM et aux IgG. On a vu que dans les IgG, il y avait des neuropathies démyélinisantes. Ben oui, elles sont démyélinisantes. Dans les IgM, c'est beaucoup de neuropathies démyélinisantes. Elles ont le même profil, avec quand même un petit peu plus de démyélinisation à la partie la plus distale du nerf dans les IgM. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas d'examen simple pour prouver le lien entre la gammapathie et la neuropathie. Et c'est toujours une discussion avec l'hématologue. Moi, tu sais, il a un petit pic, il ne me gêne pas, tout va bien. Oui, mais moi, il est vachement grave, je n'ai pas d'autre cause à la neuropathie. Oui, mais tu sais, il a un petit pic qui ne me gêne pas. Oui, mais moi, il est très grave. Et, voilà. Et au bout d'un moment, on arrive parfois à convaincre. Tu n'aurais pas un médicament pas trop toxique à lui donner quand même, un petit coup de Ritux, là, comme ça nous aiderait bien. Voilà. Donc c'est toujours une discussion parce qu'il n'y a pas d'examen simple. On peut faire la biopsie nerveuse et marquer par immunofluorescence indirecte les dépôts d'immunoglobuline. C'est pas très facile, c'est invalidant, donc c'est pas fait en pratique courante. Alors les traitements, comme tout bon neurologue, on n'a pas beaucoup de traitements qui marchent, et en particulier dans les neuropathies associées au MGUS, les traitements habituels des neuropathies démyélinisantes qui marchent dans les formes idiopathiques, immunoglobuline intraveineuse, corticoïdes, échange plasmatique, ont montré leur franche inefficacité, ou alors très faible efficacité. Ça ne marche pas bien. Hein, on fait parfois un peu, ça ne marche pas bien. Alors on a essayé tous les corticoïdes, le truc, le machin, ça marche, à Saint-Louis ou pas à Saint-Louis, ça marche pas, mais bon, voilà, ça ne marche pas toujours très bien. À l'exception quand même des échanges plasmatiques dans les neuropathies anti-MAG à évolution subaiguë. Il y a ces patients qui ont généralement une évolution très chronique. La problématique de la neuropathie anti-MAG, c'est savoir quand la traiter. Les patients ont une évolution très très chronique et on a des médicaments plus ou moins toxiques. On peut avoir des alkylants un peu toxiques. Et la question, c'est les traiter avant qu'ils aient perdu tous leurs axones. Parce qu'une fois qu'ils ont perdu tous leurs axones, on peut toujours traiter, ils n'auront rien à récupérer pour la neuropathie. Sur le plan hématologique, ça vous savez bien mieux que moi quand il faut les traiter, mais sur le plan neurologique, il y a aussi une indication thérapeutique et il faut les traiter avant qu'ils aient perdu tous leurs axones. Alors, par contre, dans les formes subaiguës ou aiguës de neuropathie anti-MAG, qui font une poussée au début de leur maladie, c'est souvent au début de leur maladie, ça, les échanges plasmatiques marchent pas mal. C'est l'exception. Alors sinon, avec un truc qui ne marche pas, on fait un médicament qui marche. 2 études randomisées contre placebo ont montré que le Ritux ne marchait pas dans les neuropathies anti-MAG. Donc, grâce aux statistiques, on fait une méta-analyse et ça marche. Ça, c'est formidable. Quand ça ne marche pas, ça marche quand même.
Donc c'est quand même le médicament qu'on donne le plus couramment, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. On arrive à stabiliser quand même un petit peu les patients. Je dis on, mais vous savez très bien que les neurologues n'ont pas le droit de prescrire le rituximab, donc c'est vous qui le prescrivez, mais on pousse un peu. Et à 7-12 mois, eh bien, environ 30% des patients sont stabilisés sur rituximab. Je vous rappelle que c'est une maladie qui évolue très lentement, donc ça demande une évaluation fine, clinique, électrophysiologique. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas très facile de savoir quand le patient se dégrade, parce que monsieur, vous avez des troubles de l'équilibre, oui. Et 6 mois plus tard, vous avez des troubles de l'équilibre, oui. Un peu plus, oui. Puis alors, il est un peu déséquilibré. Alors là, il fait ça. Et puis 6 mois plus tard, il fait ça. Et alors, c'est plus ou c'est moins. Alors, il y a des choses qui peuvent nous aider. Hein. Il prend une canne, il ne prend pas de canne. Voilà, il ne tombe pas. Mais c'est relativement grossier. Hein, vous voyez, on est quand même limité dans l'évaluation. À 5 ans, avec l'équipe de Bertrand Arnufle, on vient de montrer quand même qu'on pouvait en améliorer 30% à 5 ans encore, en plus des 30% déjà stabilisés. Alors d'autres traitements, bah oui, bah là on sent bien le neurologue hein, là-dessous, qui essaye à peu près tout ce qui passe, tout ce qui existe, pour voir si ça ne pourrait pas marcher un petit peu. Alors l'ibrutinib a été essayé sur un demi-patient et demi, et alors ça a marché sur le demi-patient sur lequel ça a été essayé, et le vénétoclax, enfin publié, hein, ça a été essayé sur plus de patients que ça, hein, et le vénétoclax publié, c'est un patient je crois, hein. Et ça, c'est une immense série de 1 patient qui fait quand même un neuroimmunol, neuroinflamme. C'est pas mal. À partir d'une cohorte de 1 patient, c'est pas mal. Facteurs pronostiques. Les facteurs pronostiques, bon, bah, ça doit quand même bien marcher un tout petit peu, quand même, ces traitements-là, parce que les facteurs pronostiques des neuropathies anti-MAG, c'est quand on n'est pas traité, on est moins bon. On va moins bien. Alors, ça va quand même marcher un petit peu. L'âge, bon, ben oui, il vaut mieux ne pas être vieux. Mais l'argument n'a pas de poids, à mon avis, puisque l'alternative est simple, hein, c'est vieillir ou mourir, donc il vaut mieux vieillir quand même. Mais bon, voilà. Mais quand on a une neuropathie anti-MAG, c'est pas toujours bon quand même. Et puis le NMG, il vaut mieux pas être dans la forme démyélinisante, parce qu'on est plus grave. Mais on le sait, c'est ce qu'on avait déjà montré au début, c'est que c'est la forme la plus grave. C'est la forme où on a la neuropathie la plus grave, parce qu'on a un déficit moteur. Donc on le sait déjà que quand on est démyélinisant, on est plus grave. Les facteurs de bon pronostic, bah, c'est ceux qu'on va traiter par échange plasmatique et qui répondent aux échanges plasmatiques. C'est ceux qui ont la forme subaiguë avec déficit proximal qui ressemble à la neuropathie démyélinisante idiopathique qu'on a en plus de sa neuropathie anti-MAG. Évolution, bah, c'est pas si réjouissant que ça quand même, hein. Vous voyez, à 5-6 ans, insensibilité jusqu'au genou, bon, on peut vivre avec, ok, d'accord. 8 ans, aide à la marche, moins rigolo. Et puis une quinzaine d'années, un ranking supérieur à 3, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une assistance dans la vie quotidienne. Hein, donc c'est quand même des patients invalidés. Pour le coup, il vaut mieux être anti-MAG que pas l'être. Il vaut mieux avoir une MAG que pas l'être. Et encore, bah, c'est toujours le chat qui se mord la queue. C'est une maladie qui évolue plus lentement, qui évolue très lentement. Donc bah, oui, comme ça évolue plus lentement, bah, c'est plus lent. Okay, on retourne à l'envers. Et puis quand même, un peu de mortalité, hein, à 15 ans, 33% de mortalité dans l'anti-MAG, donc ce n'est pas si bénin que ça quand même, hein, cette maladie. Dans le cas nomade, alors dans le cas nomade, les neurologues qui voient surtout ces patients, comme ils ont que les immunoglobulines et les corticoïdes, et ben, un jour ils essaient l'un et puis le lendemain ils essaient l'autre. Alors comme les immunoglobulines sont plus chères, donc quand même ils commencent par les immunoglobulines, puis on en manque, alors autant commencer par les immunoglobulines. Donc on commence par les immunoglobulines, et ça ne marche pas si mal d'ailleurs. C'est quand même une bonne idée, ça ne marche pas si mal. Vous voyez, 20% de réponse complète, 40% de réponse partielle. Par contre, les corticoïdes, pas de chance, ils ne sont pas chers, mais là, pas de chance, pour une fois, ils ne marchent pas, puisque 90% des patients progressent. Dans la cryo, ben, ça relève plus de vos traitements. Plein de choses essayées, ça c'est l'article de Stéphanie Harel, je n'ai pas mis la référence. Et voilà, bah, ça marche à peu près. Hein. Globalement, ça marche en dehors des traitements anti-agrégants, anti-coagulants, les échanges plasmatiques éventuels pour la cryo de type 1 avec mugus. Hein. Les neuropathies associées aux IgG, IgA, pardon, bah, on a dit que ça ressemblait aux neuropathies démyélinisantes idiopathiques. Bah, c'est vrai, ça y ressemble tellement que ça répond pareil au traitement, ça répond pareil aux immunoglobulines intraveineuses, ça répond pareil aux échanges plasmatiques.
la forme axonale, qui est probablement en fait une neuropathie axonale idiopathique, pour laquelle on n'a pas la cause, et qui n'a pas de lien probablement avec l'IgG, ne fait pas partie des sous-groupes qui ont été traités. Alors comment on s'oriente quand on a une MGUS et une neuropathie? Déjà, on essaye de trouver une autre cause. Et la principale cause de neuropathie dans le monde, vous le savez, c'est le diabète. Donc c'est la première chose qu'on recherche. Ensuite, cliniquement, on recherche s'il y a un syndrome connu. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Il est ataxique, c'est très lentement progressif. Et puis en plus, on a rendu les anticorps anti-MAG positifs. J'ai comme un doute. Je me demande si ça ne peut pas être une neuropathie anti-MAG. On fait faire le NMG avec la démyélinisation distale. OK, tout va bien. Le canomade, pareil, neuropathie démyélinisante. OK. Et puis surtout, on recherche les drapeaux rouges parce que MGUS, d'accord, mais il y a surtout les neuropathies qui sont associées aux hémopathies moins bénignes que ça ou moins de signification moins indéterminée que ça. Et puis toujours les mêmes éléments, quand ça va vite, quand c'est douloureux, quand il y a un déficit moteur précoce, quand il y a l'atteinte dysautonomique pour l'amylose, évidemment, et puis l'atteinte systémique pour le PUMS, l'amylose ou la cryo, évidemment. Alors voilà, IgM, IgG, IgA, essentiellement le cadre des neuropathies IgM, c'est associé aux gammapathies IgM. Ce sont des neuropathies démyélinisantes dans l'immense majorité des cas. Et puis, vous voyez, l'alternative est simple. Les MAG sont positifs, c'est une anti-MAG. Les gangliosides sont positifs, c'est un canomade. Et puis le reste du temps, c'est une neuropathie démyélinisante idiopathique qui n'a pas de lien avec la gammapathie. Quand c'est axonal, il y a des neuropathies mixtes. On a parlé du dépôt d'IgM rarissime. Les neuropathies à petites fibres que tout le monde voit partout maintenant, très bien. Alors quand le NMG est normal, parce que le NMG n'explore que les grosses fibres. Bon, heureusement, l'examen marche quand même, parce que l'immense majorité des neuropathies sont avec atteinte des grosses fibres, ou au moins en partie des grosses fibres. Donc c'est pour ça que l'examen a toujours sa pertinence. IgG, IgA, de toute façon, ça n'a pas de lien. Donc si c'est démyélinisant, c'est une neuropathie démyélinisante chronique. Si c'est axonal, c'est une neuropathie axonale idiopathique, sous réserve qu'on n'ait pas trouvé une autre cause. Et puis si le NMG est normal, on peut évoquer la neuropathie des petites fibres. Ça fait plaisir aux patients, mais ce n'est pas toujours le cas malgré tout. Ce n'est pas parce qu'on a mal que c'est ça. On le redit, surtout le fait des gammapathies IgM, MAG ou canomade, 3 formes principales. La neuropathie démyélinisante associée aux IgG qui n'a probablement aucun rapport. L'IgG est fréquente et c'est probablement une association fortuite. Ou alors la DATS, cette neuropathie démyélinisante à prédominance sensitive, distale et symétrique, qui est le fait de la neuropathie anti-MAG ou au canomade. Et puis, dans certains cas, des neuropathies axonales. Le principal problème, c'est le lien pathogénique, qui est difficile à prouver. Il n'y a pas d'éléments simples, donc il faut rechercher les autres étiologies déjà et s'assurer qu'il n'y ait pas une autre cause qui puisse expliquer une cause métabolique, auto-immune ou mécanique, une atteinte radiculaire lombaire, une atteinte radiculaire cervicale, enfin toutes les autres causes. Enfin, on fait ces gammes de neurologie, comme pour tout patient. Et puis le traitement, on traite quand c'est invalidant. Et c'est plus dur quand, alors ça c'est une évidence, quand le patient ne va pas bien, on dit oh non, on va peut-être attendre pour traiter. Non, on traite évidemment, mais c'est plus difficile pour l'anti-MAG parce que l'évolution est très lentement progressive. Donc là c'est un peu plus sioux, il faut revoir, il faut discuter avec l'hématologue. Tu sais, il m'a dit ça, oui, bon d'accord, moi il ne m'a pas dit ça, oui, bon alors on discute, bon, il progresse un peu, ok, on va le traiter. Avant qu'il n'y ait plus rien à sauver. Voilà, je vous remercie pour votre attention.